Bonjour, bienvenue au cours d'interaction fluide et structure à la destination du génie civil. Aujourd'hui, nous allons aborder la fonction des Green. George Green est un personnage étonnant. Il était meunier et fils d'un boulanger de Nottingham. On ne sait ni comment ni où il a appris les mathématiques et la physique. Tout ce qu'on sait, c'est que son travail au moulin exigeait une présence continuelle. Il était accaparant pratiquement 24 heures sur 24. Il n'avait pas de contact avec des scientifiques. Sa seule éducation formelle a été, pendant un an, à l'âge de 8 ans, à l'Académie de Robert Goodhart, un astronome intéressé par l'éducation à l'époque. Dès l'âge de 9 ans, George Green commença à travailler dans la boulangerie de son père. À l'âge de 14 ans, la famille déménage à Islington et il commence à travailler au moulin. Les moulins a été son travail jusqu'à l'âge de 36 ans. De manière très étonnante, sans que personne arrive à savoir où il a trouvé les connaissances et les idées, il publie à 36 ans un ouvrage intitulé An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism. Personne ne sait où George Green a puisé son inspiration et les connaissances nécessaires à son ouvrage. Ce que l'on sait, c'est que son ouvrage a été jugé remarquable. Green n'était pas académicien, n'était pas scientifique, n'appartenait pas au monde universitaire et n'avait pas de contact avec la recherche. Pour publier son livre, il a fait appel à des souscripteurs de son entourage qui ont financé l'édition. Le livre de Green a été trouvé remarquable par des professeurs de Cambridge qui l'ont invité à venir étudier les mathématiques. Il intègre l'université de Cambridge à 40 ans. Il obtient son diplôme à 45 ans en étant quatrième de sa promotion, alors qu'il était particulièrement mauvais en latin, grec et droit. Mais il était excellent en mathématiques et physique. Dans son livre, Green introduit la notion des solutions fondamentales aux fonctions de Green. Il introduit aussi la formule de Green. La fonction de Green permet la transformation d'équations différentielles ou aux dérivées partielles en équations intégrales ou systèmes algébriques posés sur la frontière d'un domaine. La fonction de Green a donné naissance aux méthodes d'équations intégrales et aux méthodes dites d'éléments frontières, Boundary Element Methods. La fonction de Green peut être définie pour tout opérateur différentiel. Pour un opérateur générique D, il s'agit de la fonction G telle que D appliqué à la variable Y appliqué à la fonction G de x, y donne delta d'y moins x. Par exemple, considérons l'opérateur différentiel d de u égale à la dérivée seconde du u. La fonction de Green vérifiera d de g dy2 égale à delta y moins x. En dimension 2,
du étant égal au Laplacien, d2u dx1 au carré plus d2u dx2 au carré, la fonction de Green vérifiera d2g dy1 au carré plus d2g dy2 au carré égale à delta. En dimension 3, la formule est analogue. Pour ces opérateurs, la fonction de Green est connue. Nous pouvons déterminer la solution. Les voici pour chacun des cas. Voyons comment nous pouvons utiliser la fonction de Green pour résoudre une équation différentielle. Considérons à titre d'exemple l'équation u seconde égale à f sur 0,1 avec les valeurs du u de 0 et du u de 1 données. Nous partons de l'égalité d2u dy2 égale à f et d'y. Notez que nous avons remplacé x par y. Nous appliquons la méthode variationnelle. On multiplie l'égalité par g. Nous avons donc g u seconde égale à g fois f. Puis, nous intégrons cette égalité sur l'intervalle 0,1. Nous utilisons alors une intégration par partie pour passer une des dérivées de d2u dy2 vers g. Puis, à l'aide d'une deuxième intégration par partie, nous éliminons la dérivée restante sur u de du dy pour n'avoir que des dérivées sur g. En utilisant que la dérivée seconde de g égale à delta, nous avons le résultat ci-dessus. Nous pouvons donc répondre l'équation résultante et choisir des différentes valeurs d'x. Choisissons x égale à 0. X égale à 0 est un point extrême de l'intervalle 0,1. Nous avons donc que l'intégrale 0,1 de delta dy moins x sur dy nous donne 1 demi du au point 0. Prenons x égale à 1, nous avons un résultat analogue avec 1 demi du de 1. Nous obtenons ainsi deux équations. Et voici, où nous avons déjà calculé chacun des termes. Ces équations permettent de déterminer u' de 1 et u' de 0. En remplaçant la fonction de Green par sa valeur, nous avons les résultats que voici. Comme nous l'avons remarqué, la solution de ces équations nous donne la valeur du prime de 0 et du prime de 1. Maintenant que nous connaissons toutes les données aux limites, u0, u'0, u1 et u'1, nous pouvons reprendre la formule générale de Green. Choisissons maintenant x comme étant un point à l'intérieur de l'intervalle 0,1. Dans ce cas, l'intégrale de delta fois u nous donne u de x. Nous pouvons alors isoler la valeur du u de x et nous obtenons une formule qui nous permet de déterminer u de x en tout point x à l'intérieur de l'intervalle. Rappelons que g de xy est égal à 1 demi du module d'y moins x. Dans ce cas, l'équation x égale à 0 s'écrit sous la forme ci-dessus. u'1 égale à u indice 1 moins u indice 0 plus l'intégrale du module d'y f d'y. Nous avons une formule analogue au point x égale à 1. Ces deux équations permettent de déterminer u' de 0
et U' d'1. Nous pouvons aussi remplacer l'expression du G dans la formule générale des Green qui donne la valeur du U dx pour un point x à l'intérieur de l'intervalle 0,1. Les dérivées du G sont des dérivées de la fonction module. Elles correspondent à la fonction signe qui a une valeur -1 pour un argument négatif, 1 pour un argument positif. En remplaçant ces valeurs dans l'expression du dx, nous retrouvons la dernière formule qui se trouve sur cette image. Considérons un exemple numérique. Prenons f de x égale à x et comme condition limite, u de 0 égale à u de 1 égale à 0. Pour ces valeurs, nous pouvons calculer les formules précédentes et déterminer u' de 1, u' de 0 et la valeur des u de x. En effectuant l'ensemble des calculs, nous retrouvons que u de x est égal à x3 sur 6 moins x sur 6. On vérifie facilement que le résultat est correct. En effet, nous avons bien u seconde de x égale à x et la valeur du u est bien égale à 0 pour x égale à 0 et x égale à 1. Considérons un petit changement dans les conditions limites. Maintenant, nous avons u de 0 égale à 0 et u' de 1 égale à 0, et non plus u de 1 égale à 0. Rappelons les résultats concernant les conditions sur la frontière. Nous avions ces deux équations qui doivent être satisfaites. Nous avons déjà déterminé la valeur des intégrales. La première vaut 1/3, la deuxième vaut 1/6. En remplaçant cette valeur dans les équations, nous obtenons deux nouvelles équations que voici. Enfin, en remplaçant u de 0 par sa valeur qui est nulle, et u' de 1 par sa valeur qui est elle aussi nulle, nous obtenons deux équations qui nous donneront les valeurs de u1 et u'0. En effet, nous obtenons u1 de 1 égale à -1/3 et u'0 égale à -1/2. Ces valeurs doivent être portées dans la formule générale des Green qui donne la valeur de u de x pour un point quelconque de l'intervalle. En utilisant ces valeurs et la valeur de l'intégrale qui avait déjà été calculée précédemment, nous obtenons l'expression du u de x. Cette expression peut se simplifier et nous avons u de x égale x3 sur 6 moins x sur 2. Encore une fois, il est aisé de vérifier que cette fonction est bien la solution de notre problème original. En effet, u seconde est bien égal à x, la fonction u est bien nulle en 0 et sa dérivée est bien nulle au point 1. Lorsque nous voulons utiliser numériquement la fonction des Green sur un ordinateur, nous devons commencer par déterminer numériquement les conditions limites qui ne sont pas des données. Par exemple, si dans un point de la frontière, la valeur de du dn ou de u' est donnée, nous devons déterminer la valeur du u. A contrario, si la valeur de u est donnée en ces points, nous devons déterminer la valeur de du dn. Les valeurs sur la frontière étant connues, nous pouvons alors déterminer la valeur du dx sur une grille à l'intérieur du domaine des calculs. Prenons
l'exemple que nous avons traité. Les conditions sur les bords conduisent à deux équations qui font intervenir la fonction de gain G et les seconds membres f de l'équation différentielle. Pour déterminer les valeurs inconnues dans ces deux équations, nous devons commencer par évaluer numériquement les deux intégrales, puis résoudre un système linéaire de la forme ax égale à b. La variable x contient les conditions limites inconnues. Là où u est donné, elle contient u', et là où u' est donné, elle contient u. La solution se fait à l'aide d'un algorithme. Dans cet algorithme, nous construisons la matrice A, la matrice B, puis nous résolvons le système linéaire. On démarre avec deux matrices nulles. Puis, nous prenons équation par équation. Chaque équation nous permettra de rajouter une ligne dans la matrice A et dans la matrice B. Prenons la première équation. Nous commençons par rajouter à B la valeur de l'intégrale. Ensuite, nous examinons les données et les inconnus pour chacun des points de la frontière. Si U0 est donné, nous allons les passer du côté droit, puisqu'il s'agit d'une valeur connue. Cela se traduit par une modification de B0 auquel on doit retrancher la valeur du 0 sur 2. Dans ces cas, les coefficients correspondants dans la matrice A deviennent nuls. Par contre, si U0 est inconnu, il doit rester du côté gauche. Donc, nous avons un coefficient 1,5 dans la matrice A et la valeur du B0 n'est pas modifiée. Nous faisons ensuite la même analyse pour U indicien. Si U indicien est connu, la valeur du moins 1,5 du U indicien doit passer du côté droit, ce qui se traduit par une modification de la valeur du B. Et dans ces cas, les coefficients A01 est l'équation qui correspond à l'inconnu U'1. Dans les cas contraires, nous passons U'1 du côté droit et l'équation de la matrice A est l'équation de l'inconnu U indice 1. Nous passons alors à la seconde équation qui nous fournira la seconde ligne de la matrice A et de la matrice B. On démarre de la même manière. On commence par calculer l'intégrale et on la rajoute au second membre. Puis, nous faisons une analyse analogue sur les valeurs de U0 et du 1. Voici l'analyse pour U0. Si U0 est donné, nous allons modifier la matrice B en passant U0 sur 2 dans les seconds membres. Dans les cas contraires, nous passons U'0. Nous faisons la même analyse pour U indicien et U' indicien. À la fin de ce processus, nous avons la matrice A, la matrice B. Considérons l'exemple que nous avons traité précédemment. f de x égale à x, condition limite U0 égale à U1 égale à 0. Démarrons le processus avec les matrices nulles. Commençons avec la première équation. Nous devons rajouter la valeur de l'intégrale à B0. La valeur de l'intégrale est 1/6. Nous obtenons alors la matrice B qui devient 1/6 0. Comme U0 est donné, nous allons modifier B0 et A00 restera égal à 0.
B0 n'est pas modifié puisque la valeur du 0 est égale à 0. Donc, nous avons encore B égale à 1 sixième 0. U indicien est donné aussi. Donc, nous devons encore modifier la matrice B0 et attribuer une valeur à indice 0,1, qui est la valeur 1,5. B0 n'est pas modifié parce que U1 vaut 0. Nous passons à la seconde équation. Nous devons rajouter l'intégrale à B1. Cette intégrale vaut 1/12. Donc, nous nous retrouvons actuellement avec la matrice A qui fait 0, 1,5, 0, 0 et B égale 1 sixième, 1/12. Étant donné qu'U0 est une donnée, nous appliquons la règle. Nous définissons A1, 0 comme moins 1,5 et nous rajoutons U0 sur 2 à B1. La matrice A devient 0, 1,5, moins 1,5, 0. La matrice B n'est pas modifiée car U0 vaut 0. L'indicien est donné, nous appliquons la même règle et nous obtenons la matrice A finale. 0, 1,5, moins 1,5, 0. La matrice B finale est égale à 1 sixième, 1/12. Le vecteur des inconnus x contient les conditions limites qui n'ont pas été données. Ici, ce sont les valeurs du U'0 et du U'1. Nous pouvons résoudre le système linéaire a fois x égale à b et nous retrouvons les valeurs du U'0 et U'1. Ce sont ici les valeurs exactes. Reprenons les seconds exemples donnés. On démarre toujours avec deux matrices nulles. On rajoute la valeur de l'intégrale au second membre. Dans cette situation, U0 est encore une donnée. Par contre, la condition limite au point a changé. Maintenant, U indicien n'est pas donné. Donc, nous appliquons une deuxième règle. Nous passons ensuite à la seconde équation. Comme dans le cas précédent, on démarre par l'addition de la valeur de l'intégrale au second membre. Puis, nous examinons les points extrêmes. Pour 0, U0 est donné. Donc, nous appliquons la règle qui convient. Pour les points, la valeur du U' est donnée alors que U indicien n'est pas donné. Nous appliquons la règle qui convient dans ces cas et nous obtenons la matrice A et la matrice B finale. Ici, le vecteur des inconnus contient au point 0 la valeur du U'0 et au point 1 la valeur du U indicien. En résolvant les systèmes linéaires, nous retrouvons la valeur de ces deux inconnus. U'0 égale à moins 1 tiers et U indicien égale à moins 1,5. Encore une fois, ce sont les valeurs exactes. Appliquons la fonction de Green au problème fluide de structure que nous souhaitons traiter. Les voici. Nous avons les structures à gauche, les fonds en bas, la surface libre en vert et l'infini, c'est-à-dire un point qui se trouve loin de la structure en rouge. Nous avons déjà vu les équations qui correspondent à chacun de ces éléments. Nous avons Laplacien phi égale à 0 dans les domaines fluides, dφ dn égale à 0 sur les fonds et sur les structures, phi donné sur la partie rouge et la condition de surface libre en haut. Dans les cours sur la linéarisation de l'écoulement à surface libre, nous avons vu
que ces équations doivent utiliser la surface libre à l'ordre précédent. Pour les problèmes de premier ordre, la surface libre d'ordre 0. Pour les problèmes de second ordre, la surface libre d'ordre 1, et ainsi de suite. Donc, pour les problèmes au premier ordre, nous avons état 0 égale à 0 et la surface libre est approchée par un plan ou une droite en dimension 2. Au final, voici les problèmes que nous devons résoudre. Rappelons la fonction des gains pour la dimension 1, 2 ou 3. Comme dans l'exemple précédent, nous partons de la plation phi égale à 0. Nous multiplions cette équation par g. Nous l'intégrons sur oméga, les domaines fluides. Puis, nous utilisons les théorèmes des Green. Nous appliquons les théorèmes des Green une deuxième fois. Cette égalité est parfois appelée deuxième formule des Green. En utilisant que la Laplacienne G égale à delta, nous avons l'égalité que voici. Lorsque x est un point de la frontière, nous avons l'intégrale de delta qui est égale alpha de x qui multiplie phi de x, avec alpha compris entre 0 et 1. Alpha est l'angle interne divisé par 2π, comme nous l'avons vu dans les cours sur la masse de Dirac. Nous verrons que les cas les plus fréquents correspondent à alpha égale à 1,5. Étudions les conditions aux limites. Sur la partie rouge, à droite, nous avons phi égale à phi infini. En remplaçant cette valeur dans la formule précédente, nous avons l'égalité suivante. Cette égalité permet de calculer l'inconnu des phi dn. Considérons les fonds à présent. De manière analogue, nous pouvons remplacer la valeur du défi dn dans la formule précédente. Nous obtenons ainsi une équation pour phi. Sur la structure, nous avons la même condition que sur les fonds. Nous avons donc la même équation. Enfin, sur la surface libre, nous remplaçons défi de x3 par oméga 2 sur g phi. Et nous obtenons l'égalité suivante. En résumé, nous avons un système d'équations intégrales. Sur la partie rouge, la partie la plus à droite, nous avons la première équation. Sur les fonds et les solides, nous avons l'équation du milieu. Et sur la surface libre, l'équation du bas. Dans les trois cas, il s'agit d'équations intégrales linéaires. Pour résoudre numériquement ces équations, nous devons considérer une discrétisation du contour qui limite la région liquide à un segment. Considérons un de ces segments entre les points P indice I et les suivants P indice I plus 1. Nous pouvons définir la tangente unitaire à ces segments.
Une rotation de la tangente unitaire produit la normale extérieure à la région liquide. Considérons maintenant un point P de t qui se trouve sur le segment. Bien que nous puissions écrire les équations dans n'importe quel point du segment, il est naturel de les écrire au point du milieu du segment. Dans ce cas, nous avons alpha égale à 1,5. Nous allons noter phi indici, la valeur de phi en ces points, et dφ dn indici, la valeur de dφ dn en ces points. La première intégrale, intégrale de pi à pi plus 1 de phi dy dg dny, peut être approchée comme un coefficient qui multiplie phi indici. De la même manière, la deuxième intégrale, intégrale de g de phi dn, de pi à pi plus 1, s'approche par un coefficient qui multiplie dφ dn indice i. En effectuant ces remplacements sur l'ensemble des équations intégrales trouvées, nous obtenons un système linéaire a fois x égale à b, où l'inconnu x contient les valeurs de phi inconnues et les valeurs de dφ dn inconnues. Ce qui est inconnu dépend de la partie de la frontière où nous nous trouvons. Dans la partie droite, en rouge, dφ dn est inconnu. Il s'agit d'un indice j du vecteur x. Dans les autres parties, il s'agit de phi inconnu, donc ce qui correspond à l'indice i. Le travail pratique à réaliser va consister en construire ces systèmes linéaires, puis les résoudre pour déterminer la solution du problème du couplage fluide-structure. Merci pour votre attention. Au revoir.